Robert Vedrine. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, vous avez occupé différents postes dans la République jusqu'au secrétariat général de l'Élysée sous François Mitterrand. Et vous êtes un des meilleurs spécialistes de tout ce qui est diplomatie, la diplomatie qui occupe beaucoup l'actualité et qui occupe la vôtre, puisque vous venez de sortir Comptes à rebours, comptes au pluriel. Il y en a au moins 3 dans votre livre, dans votre esprit. Le compte à rebours écologique, le compte à rebours démographique et le compte à rebours numérique. Avec en fond une sorte de chaos géopolitique. Chaos géopolitique, avec chaos ou semi-chaos, ça dépend des endroits. Si on veut ménager l'auditeur ou pas. Où vous braquez votre projecteur. Un mot sur l'actualité quand même. La nuit a été l'occasion évidemment pour Emmanuel Macron et Donald Trump de poursuivre leurs discussions. Des discussions qui sont placées dans une espèce de cadre où il y a un décorum, beaucoup de gestes, on surjoue l'amitié. C'est utile en diplomatie, c'est indispensable même. Impossible à dire avant, on verra après si ça contribue à faire bouger les lignes. Ce qui est sûr, c'est qu'indépendamment de la mise en scène dont vous parlez, qui est bien faite, il faut savoir si ça a permis d'exercer de la part du président Macron une certaine influence sur Trump. Alors, c'est assez différent de l'affaire du climat, parce que quand le président Trump a pris la décision absurde et nuisible de se retirer de l'accord climat, tous les autres ont dit on continue. Le monde entier a dit on continue. Et aux États-Unis, beaucoup d'États, d'entreprises, de scientifiques, de villes ont dit on continue. Bon, là, sur l'Iran, il y a peu de co-signataires et de co-décideurs. Et d'autre part, les États-Unis abusent en permanence de cette espèce de pouvoir de sanction unilatérale qu'ils sont attribués depuis très très longtemps et que le reste du monde accepte, ce qui est d'ailleurs stupéfiant. Il faudrait le refuser pour menacer. Il faut être nombreux et unis pour le refuser. Exactement. Et donc, ils menacent de sanctionner des entreprises de pays qui diraient on continue même si les États-Unis se retirent. Et à ce moment-là, les États-Unis vont vouloir se prendre en otage. Donc, il y a un gros enjeu sur l'Iran. Et là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est trop tôt pour savoir si finalement Trump va un peu atténuer ce qu'il veut faire. Mais il n'y a pas que Trump, il y a tout le système américain qui veut détruire cet accord. Oui, il y a un État profond, comme on dit. Vous savez, quand on parle de la Turquie ou autre, qui est contre l'accord, qui veut que le régime s'écroule, qui veut aucun compromis, et donc qui sont très 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 loin de la vision très stratégique et très sophistiquée d'Obama. Donc c'est trop tôt pour dire aujourd'hui ce qui est obtenu, mais on verra le 12 mai, puisque le 12 mai c'est la date qui a été fixée par Trump. Mais quel que soit le résultat, le président Macron n'a pas tort de tenter. Sinon, que faire? Même s'il échoue. Oui, même s'il échoue, il a dit à plusieurs reprises qu'il ramènerait Trump sur l'accord sur le climat. Il a dit au moment des frappes sur la Syrie que le président Trump allait laisser ses troupes alors qu'il avait immédiatement confirmé. Oui, mais c'est secondaire parce que l'affaire syrienne, c'est une affaire chimique. C'est pas se réengager dans l'affaire syrienne, c'est autre chose. Mais moi, il me semble qu'il a raison d'essayer parce que dans le reste du monde, sur la politique Trump en général, il y a 2 pays au maximum qui sont contents de Trump. Les autres sont quand même embarrassés, gênés, épouvantés, tout ce qu'on veut. Et donc il faut parler avec lui bien pour essayer quelque chose. Bien tenter quelque chose. Ils ont fait comme si on était amis. On essaye. Si ça marche pas, il sera pas du tout à critiquer. Il faudra se dire simplement bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? En France, comme à peu près partout dans le monde, on critique volontiers Trump et on le moque, on le ridiculise même parfois parce qu'il est aussi parfois ridicule. Dans l'affaire de la Corée du Nord, il est affreusement vulgaire. Il n'est pas que ridicule. Dans l'affaire de la Corée du Nord, est-ce que ça n'est pas, au fond, Donald Trump, ses menaces, son bouton nucléaire plus gros que les autres, ces rodomontades qui l'ont emporté? On ne peut pas dire encore, mais on ne peut pas exclure l'hypothèse, l'explication que la violence des provocations, la violence des propos ait amené le dirigeant de la Corée du Nord à se dire il faut procéder autrement. Mais en même temps, ils ont fait suffisamment d'essais pour être assez sûrs d'eux, donc il est peut-être assez fort pour jouer le contact direct. Ce qui d'ailleurs inquiète plutôt les autres, les Japonais, les Russes, même les Chinois, qui sont un peu dépossédés dans l'affaire. Donc là aussi, c'est un peu trop tôt pour dire ce qui va sortir de la rencontre. Mais sur le principe de la rencontre, ne rien s'interdire, c'est-à-dire finalement c'est mon adversaire, mais je suis prêt à discuter pour faire un deal tout en le menaçant de l'anéantir, pourquoi pas? Au fond, c'est ça la diplomatie. Ce que la France... C'est pas la diplomatie, c'est Trump. Oui, mais ce que la France a fait, vous allez voir où je vais en venir, c'est-à-dire refuser de parler avec certains interlocuteurs du drame syrien pendant quelques années. Et ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron et la diplomatie française, d'essayer de renouer avec les Russes, avec l'Iran... Il est plus réaliste. Et plus réaliste, c'est ça la diplomatie, parler aussi avec non pas les ennemis, mais les adversaires? Oui, c'est le préalable, naturellement. La diplomatie, ça n'a pas été inventé pour se réunir entre copains. C'est un instrument de discussion, y compris avec des gens qui vous menacent, qui vous détestent, qui veulent peut-être vous anéantir, pour qu'il y ait un autre instrument que la guerre. C'est aussi, ça remonte à plusieurs siècles.
faut pas s'interdire. Après, il ne faut pas parler par plaisir ou par faiblesse à n'importe qui. Ça, c'est la question de la mise en œuvre. Moi, j'exclus pas que Trump fasse la même chose un jour sur la Russie. La même menace qu'il a portée contre la Corée? Le même changement de pied, en laissant les Européens emberlificoter dans leur haine de Poutine et leurs sanctions permanentes, en disant bah non, bon, allez, ça va, je vais discuter avec lui, tout en étant en position de force. Mais c'est pas son intérêt, c'est pas critiquable dans la démarche, mais on peut pas juger là aussi du résultat. Il faudrait que la rencontre entre Trump et le président de la Corée du Nord ait eu lieu pour qu'on puisse dire finalement il avait d'une certaine façon raison. Mais il n'obtiendra pas que la Corée du Nord se désarme. Donc il obtiendra quelque chose d'intermédiaire. Mais il obtient quelque chose qui permet à la Corée du Nord de revenir un peu dans la discussion, dans le concert des nations, comme on dit. Peut-être. À voir. Hubert Védrine, vous publiez donc ce livre avec ces 3 comptes à rebours. On comprend bien le compte à rebours écologique. Ça fait des années qu'on en parle. On comprend bien le compte à rebours... C'est pas que le climat, hein, c'est l'ensemble. Écologique au sens large. On comprend bien le compte à rebours démographique. Surtout pour nous. Européens, on sera toujours 500 millions quand les autres auront doublé ou triplé. Les Européens, etc. Qu'est-ce que c'est que le compte à rebours numérique? Je veux dire par là, c'est qu'en consultant les spécialistes, en lisant ce qui se dit, on a beaucoup de mal à se faire une opinion. Entre c'est effrayant, ça va tout détruire, ça va détruire l'ensemble, les emplois, les 3/4 des emplois, la structuration du territoire, etc., et puis le mode de décision, le mode de vie, etc. Ou alors la vision idyllique, optimiste, et même au sein du monde californien, qui est un monde en soi, au sein des GAFA, ils ne sont pas d'accord entre eux par rapport à ça. Donc c'est un compte à rebours vers l'inconnu, en disant je ne sais pas si on arrive à maîtriser ça. Et comme ça, mon propos, mon approche, c'est que ces crises, ces engrenages, ces comptes à rebours arrivent en même temps. Qu'est-ce que ça donne dans l'interaction? Et il me semble qu'on n'est pas forcément suffisamment prêt, suffisamment lucide, suffisamment outillé pour les traiter avec des réponses spécifiques après. Tout se mélange. Ce qu'on comprend dans tous ces textes, ce sont des textes que vous avez publiés dans différents médias, y compris l'Opinion, ou à l'occasion de différentes conférences, et vous agrémentez ça d'une longue introduction qui remet en perspective l'ensemble de cette réflexion. Ce qu'on voit bien, c'est les risques d'affrontement à cause de l'écologie, à cause du climat et de l'écologie au sens large, les risques d'affrontement à cause de la pression démographique. Où voyez-vous des risques d'affrontement à cause du numérique? Non, ça ou peut... autrement dit, où est-ce que la diplomatie a un rôle à jouer dans l'affaire numérique? Alors ça, c'est encore autre chose. Donc, le risque sur le numérique, c'est qu'on ne sait pas quel est l'impact sur la décision publique. Or, si on prend les autres sujets, démographie, écologie, etc., il faudrait que les Européens soient très unis. Il y a un vrai risque de déclassement pour les Européens, parce que le reste du monde galope. Et dans les évolutions en cours dans le monde dont je parle, il n'y en a pas une seule qui soit automatiquement, mécaniquement favorable aux Européens. Pas une. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de réponse. On peut être très ingénieux, inventif, etc. Mais c'est quand même frappant. Et dans le cadre du numérique, il peut y avoir un impact qui rend la décision publique presque impossible. Regardez par exemple la demande, la pression pour la démocratie immédiate, participative. Alors que nos démocraties sont fondées sur la représentation. On élit un président, et on remet du temps dans la décision et l'action politique. On les laisse travailler. On fait la conclusion, on tire la conclusion après. Mais si tout le monde veut être consulté à chaque instant, et numériquement c'est possible, grâce au numérique. Donc est-ce que la démocratie va se régénérer grâce à ça, ou est-ce qu'elle va achever de la paralyser? Si elle est paralysée, on est encore plus affaibli pour apporter des bonnes réponses aux autres défis. Le lien que je fais. L'Europe, en quelques mots, vous voyez 3 scénarios possibles d'évolution de l'Europe. Une Europe qui aujourd'hui vous paraît pas fascinante dans son existence, ni dans les différentes visions qu'elle crée ou qu'elle provoque. En tout cas, elle ne répond pas aux attentes des gens, puisque le vrai problème pour l'Europe, ce n'est pas les menaces extérieures, qui sont réelles, c'est le décrochage des peuples. Regardez les classes populaires, puis les classes moyennes, il y a un vrai décrochage. Il n'y a quasiment plus aucun pays d'Europe, peut-être un ou deux, dans lequel les pro-européens au sens classique, centre-gauche, centre-droit, soient majoritaires. Et pour moi, l'urgence absolue, c'est pas de convaincre les anti-européens idéologiques qui ne changeront pas d'avis, mais de reconvaincre cette espèce d'énorme marée centrale qui a décroché, qui est composée de gens devenus sceptiques, pas hostiles, mais devenus sceptiques, allergiques, découragés, hostiles, allergiques à la réglementation abusive. C'est ça la question. Dans ce que raconte le président Macron, dans ce qu'il dit, l'Europe qui protège, c'est l'élément clé pour parler à ces gens-là. C'est le bon concept. C'est le bon concept. Mais c'est pas forcément ce qu'il faut pour aller, en tout cas si je vous lis, pour aller jusqu'à l'État fédéral, c'est-à-dire une espèce d'union absolue des différents États, qui vous paraît être une chimère. Ça me paraît une chimère et qui nous fait perdre du temps. D'ailleurs, ça n'a jamais été partagé par aucun peuple, par aucun pays. Il n'y a aucun pays d'Europe dans lequel un parti fédéraliste affiché a eu la majorité, ou que ce soit, même quelques voix. Ça ne compte pas, en fait. Et ça fait perdre du temps parce que
parce qu'on ferait mieux de s'occuper d'une Europe pluraliste, plus concrète, qui réponde aux désirs des gens, qui veulent garder, qui sont pour la construction européenne, à condition de garder une certaine identité, une certaine sécurité, un peu de souveraineté, ce qui n'est pas du tout dégoûtant comme demande, c'est juste normal. C'est s'il n'y a pas de réponse normale à ça qui devient extrémiste. Donc moi j'appelle un sursaut européen, mais qui n'est pas un sursaut d'intégration, parce que l'intégration, telle qu'on en parle par exemple dans les ministères des Finances, ne crée pas de volonté européenne collective supplémentaire. Donc j'appelle un sursaut pour répondre mieux. Pour répondre mieux, un compte à rebours qui a encore de longues heures, probablement de longues années devant lui, Oui, ce compte à espérons, rebours oui. européen. Espérons. Merci Hubert Védrine.